Si vous suivez le monde de l'athlétisme et de la course à pied, vous savez qu'un séisme est en cours. Depuis 2 ans, on assiste à une véritable avalanche de records sur les courses sur route. Pourtant, cela fait au moins 20 ans que les techniques d'entraînement sont optimisées et que les athlètes sont des professionnels qui ne négligent aucun secteur de leur vie. Cette optimisation conduit donc à des gains marginaux qui n'expliquent absolument pas la rupture. D'où vient-elle ? On va revenir sur le déroulement des événements et tenter de les expliquer. Si vous êtes simplement intéressé par le sport, vous verrez comment la technologie remet en cause la notion même de performance. Et si vous êtes coureur, on verra ce que cela change pour vous aujourd'hui. Le 6 mai 2017 à Monza, le projet Breaking2 organisé par Nike a tenté de faire passer un trio de coureurs d'élite sous la barre des 2 heures au marathon. Pour atteindre cet objectif, Nike a développé une nouvelle chaussure de course, la Vaporfly Elite. C'est une chaussure développée sur mesure pour chacun des 3 athlètes et qui n'a pas été vendue au public. Mais Nike n'a pas financé l'événement pour la beauté du sport et comptait bien rentabiliser l'investissement. Pour cela, une chaussure dérivée de la Vaporfly Elite a été proposée au public au prix de 250 €. Son nom, Vaporfly 4%, en référence à une étude scientifique annonçant 4% d'économie de course par rapport à une chaussure plus classique. Le marathon de Monza s'est soldé par un temps record de 2 heures et 25 secondes pour Kipchoge. Le coup de maître de Nike a fonctionné et les Vaporfly 4% ont été massivement adoptés aussi bien côté professionnel que côté amateur. Nike a même eu des problèmes de stock sur ce premier modèle, mais s'est rattrapé en proposant successivement 2 remplaçantes, Vaporfly Flyknit 250 €, Vaporfly Next%, 275 €. C'est d'ailleurs avec cette dernière que de très nombreux records ont commencé à tomber. Record en course officielle du marathon masculin par Kipchoge à Berlin en 2018 en 2 heures 1 minute et 39 secondes. Record du marathon féminin par Kosgei à Chicago en 2019 en 2 heures 14 minutes et 4 secondes. Record du semi-marathon masculin par Kamoror en 2019 à Copenhague en 58 minutes et 1 seconde. Tous portaient des Vaporfly Next%. Et le 12 octobre 2019, Kipchoge passe sous les 2 heures sur la distance à Vienne dans un événement sur mesure pour le record, Ineos 1h59. Donc de 2003 à 2017, le record a progressé de 2 minutes sur une période de 14 ans, et de 2017 à 2019, il a progressé de plus de 2 minutes en 2 ans. Comment est-ce que c'est arrivé ? Le premier élément à mentionner, c'est évidemment Kipchoge, car c'est lui le cœur de Breaking2 et d'Ineos 1.59. Il est au meilleur niveau depuis 2003, monté sur marathon en 2013 avec déjà à l'époque un chrono en 2h04. Il se consacre depuis 6 ans au marathon, est relativement épargné par les blessures. On connaît plus ou moins son calendrier, 2 marathons par an pour se consacrer exclusivement à la discipline, avec un marathon au printemps, souvent Londres, et un marathon à l'automne, souvent Berlin. Il a déjà eu plusieurs opportunités en 6 ans de prendre le record du monde. On se rappelle par exemple Berlin 2015, quand il perd ses semelles et sort malgré tout un chrono de 2h04. Un vrai bad buzz à l'époque d'ailleurs pour Nike qui équipait déjà le Kenyan. On a vu les images tourner longtemps sur les réseaux sociaux et on s'était demandé à l'époque s'il pouvait pas battre le record qui était à l'époque en 2h2,57 par Kimetto. La deuxième chose qu'il faut mentionner, c'est les conditions exceptionnelles dont il a bénéficié. Et c'est cette partie qui empêche l'homologation du record de Vienne et qui empêchait l'homologation du record de Monza. Des lièvres se sont relayés tout au long de la course, placés en position aérodynamique et menés par une voiture avec déj laser. La route a été regoudronnée, on a contrôlé la température et l'humidité de l'air, bref, tous les paramètres qui peuvent influencer plus ou moins la performance. Et la troisième chose qu'il faut mentionner, c'est bien sûr les chaussures. C'est ce qui m'intéresse dans cette vidéo. Depuis plusieurs années, Nike a décuplé son investissement dans la recherche pour développer de nouvelles chaussures de compétition. Mais ils ne l'ont pas fait du tout de manière conventionnelle, c'est-à-dire en prenant leurs précédentes chaussures, en grattant quelques grammes par-ci, quelques grammes par-là, en la rendant un peu plus légère, un peu meilleure, un peu plus dynamique. Ils ont au contraire complètement repensé la chaussure de performance sans compromis. C'est-à-dire que leur cahier des charges, c'était littéralement tout pour la performance sur marathon, sans contrainte, sans compromis de prix, de durabilité, de coût de recherche. Et on obtient un produit quasiment à usage unique, il suffit de regarder la semelle extérieure pour le comprendre, et complètement optimisé pour la compétition sur marathon. Donc on a vu une nouvelle empeigne, une nouvelle semelle intermédiaire et une plaque carbone pour agir comme un espèce de ressort sous le pied. On arrive à la fin à une chaussure à 180 grammes en taille 42, un record pour une chaussure aussi confortable.
Je vous propose d'aller peser vos chaussures si vous savez pas ce que ça représente pour bien voir la différence. Un gouffre absolu la sépare de l'Adios Boost 4 d'Adidas avec ses 210 grammes. Il fallait oser. Nike l'a fait avec la concordance des parties recherche et développement, marketing et sportive. La pilule de la chaussure à 1€ du kilomètre est passée et on en redemande. Il suffit de voir l'engouement que génèrent ces chaussures, qui devraient concerner le marché de niche des coureurs ultra performants en course sur route. En regardant sur YouTube, on voit des dizaines et des dizaines de vidéos. Avant Breaking2, on aurait crié au scandale pour une chaussure à 250€ tenant 200 km. Mais là, les performances de Kipchoge justifient tout. Même des amateurs moyens les ont essayés. Résumons les faits. Donc on a des chaussures ultra chères, conçues pour la performance de niveau mondial sur marathon, mais marketées comme des chaussures qui font courir plus vite à peu près n'importe qui. Même peut-être ma grand-mère. Ensuite, on a des records qui sautent en folie, aussi bien en challenge qu'en compétition officielle. C'est un cocktail explosif, et sur internet, les avis sont décuplés. Alors on a deux tribus qui s'opposent et qui se méprisent mutuellement. D'un côté, vous avez les pro-Nike, de l'autre, les anti. On va essayer de sortir de cette dichotomie pour avoir une vision plus juste du problème. Donc vous avez des gens qui vont vous dire que l'évolution technologique est normale et qu'elle concerne tous les sports et que de toute façon, je fais ce que je veux avec mon argent et c'est très bien comme ça. Alors, par rapport à cet avis, je suis d'accord par rapport à l'argent, évidemment chacun fait ce qu'il en veut, mais il faut préciser quand même que l'équipement en course à pied est réglementé par l'article 43 du code de l'IAAF, donc qui précise que les chaussures ne doivent pas être construites de manière à donner aux athlètes une aide supplémentaire quelconque inéquitable, y compris l'incorporation de toute technologie donnant un avantage quelconque inéquitable. On pense évidemment à la plaque carbone qui est dans la semelle, qui pourrait être considérée comme un avantage. Mais il s'avère qu'une commission s'est déjà réunie pour statuer sur la Vaporfly, à l'époque c'était la 4%, et l'avait autorisée malgré la plaque carbone qui posait question. Je pense que Nike a mis la pression pour que la chaussure soit autorisée, plus ou moins. On ne connaît pas vraiment les conditions. Car Breaking2 a apporté un vrai attrait pour la course à pied, une discipline qui peine parfois à se renouveler et à attirer l'intérêt télévisuel et des sponsors. On sait à quel point c'est important. C'est pour ça que je pense que Breaking2 a dû plaire à l'IAAF pour qu'elle accepte le pacte en quelque sorte avec Nike. Parce qu'une autre règle encadre aussi les chaussures, c'est qu'elles doivent être raisonnablement accessibles à tous dans l'esprit de l'universalité de l'athlétisme. Et on parle du prix là. Et je pense pas du tout que ce soit le cas d'une chaussure à près de 300€, soit 2 fois le salaire moyen au Kenya. Mais bon. La polémique d'ailleurs de la chaussure à ressort va peut-être émerger de nouveau avec le nouveau modèle que Kipchoge portait à Vienne et qui devra être vendu prochainement, peut-être 2020, sous le nom d'AlphaFly. D'ailleurs, les réseaux sociaux se sont enflammés à grands coups de rumeurs, d'accusations de dopage mécanique parce que la chaussure n'avait pas été révélée avant que Kipchoge court avec à Ineos. Mais pour l'instant, comme elles sont sorties à l'événement de Vienne, qui prétendait pas respecter les règles de l'IAAF, il n'y a pas particulièrement de problème. Le seul problème qui pourra arriver, c'est que si les compétitions de l'IAAF veulent rester compétitives face aux challenges et les records qui tombent en masse, ils vont probablement accepter aussi l'AlphaFly pour pas que les chronos deviennent complètement absurdes entre les deux disciplines, on va dire, malgré les 3 plaques carbone apparemment qui sont présentes sur l'AlphaFly et un prix qui s'annonce déjà complètement stratosphérique. Je pense que sur ce point, Nike a encore prévu le coup et que le modèle sera autorisé. C'est probablement une histoire de gros sous, mais ça fait longtemps que le sport est concerné par les aspects financiers. Ça n'a plus rien de tabou d'ailleurs. On peut regarder l'exemple de la natation, qui a aussi eu son lot d'évolution technologique, donc il y a un excellent TED sur le sujet. Take a look at the record for the 100-meter freestyle swim. The record is always trending downward, but it's punctuated by these steep cliffs. This second cliff, the introduction of gutters on the side of the pool that allows water to splash off rather than becoming turbulence that impedes the swimmers as they race. This final cliff, the introduction of full body and low friction swimsuits. Et la dernière innovation dont la personne parle, qui est la combinaison, a été interdite après une chute des records similaire à ce qu'on observe aujourd'hui. Le suspense reste entier, mais à mon avis, le scénario est complètement écrit par Nike, qui en plus sponsorise l'écrasante majorité des athlètes les plus performants, et qui donc a un poids énorme dans les négociations sur ce type de dilemme, on va dire. Pour parler maintenant des personnes qui sont contre la Vaporfly, j'ai aussi quelque chose à vous dire.
C'est-à-dire que d'abord, vous faites involontairement la promotion du modèle tant qu'il est autorisé. Parce que s'il doit être interdit, c'est qu'il est trop performant. Et s'il n'est pas interdit et qu'il est trop performant, bah qu'est-ce que j'attends pour le commander? Je pense que cette chaussure est effectivement plus performante que ce qui se faisait avant ou que ce que propose la concurrence. C'est ce que disent les athlètes, ce que montrent les chronos, et pas que les chronos de Kipchoge, et aussi les études scientifiques qui sont en train de sortir de plus en plus sur les plaques carbone, les mousses, etc. Les pros le disent en plus, soit en se réjouissant, soit en dénonçant une forme de dopage mécanique. Il y a Vincent Louis par exemple, athlète Nike et champion du monde de triathlon en 2019 quand même, qui a déclaré qu'en triathlon, t'avais même des athlètes qui lâchaient leur contrat avec une marque pour pouvoir s'acheter les Nike. Ce qui paraît quand même incroyable pour des athlètes professionnels dont le salaire est principalement versé par les marques qui sponsorisent leur équipement. Et que les autres marques avaient environ 2 à 3 ans de retard sur Nike. Jimmy Gressier, pareil, champion de France de 10 km sur route, qui a dit j'ai l'impression d'avoir un nuage sous les pieds. En revanche, du côté de Jean-Claude Volmer, coach d'Hassan Chadi, on est plutôt côté dopage mécanique. Il a déclaré qu'il fallait que l'IAF prenne ses responsabilités car on n'était pas loin du cirque. C'est comme si on rajoutait un ressort au bout d'une perche, fin de la citation. On voit bien que les notions de dopage mécanique et d'évolution technologique sont très proches en course à pied. Je pense que quand même avec Vaporfly et Alphafly, on est plus dans le dopage mécanique. En plus, la Vaporfly n'est pas juste une chaussure de compétition très légère et peu durable comme j'ai pu le mentionner avant. C'est vraiment une chaussure qui est censée aider le coureur dans sa foulée avec la plaque carbone, les mousses, on voit le drop de quasiment 10 mm et c'est Vincent Louis qui le dit lui-même sur la chaussure qui doit aider le coureur. Donc maintenant, on va répondre à la question faut-il l'acheter ou non? Et je pense qu'à ce stade, vous connaissez déjà ma réponse. C'est-à-dire que si vous êtes coureur professionnel et que votre carrière dépend de vos performances, bah prenez-les. L'investissement vaut largement le coup. Vous allez les rentabiliser avec quelques secondes de gagner par-ci par-là. En revanche, si comme moi vous êtes un simple amateur, je suis pas convaincu que gagner ces quelques secondes vous rendra plus heureux. Et comme c'est le but, bah c'est con quoi. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, laissez-moi un like, ça permettra à YouTube de mettre la chaîne en avant. Pour vous, ça veut dire plus de vidéos, plus de qualité. N'oubliez pas aussi que c'est que mon avis, et si le vôtre est différent, partagez-moi ça dans les commentaires et on pourra en débattre. Vous pouvez aussi me donner plein d'idées de contenu dans les commentaires. À la prochaine!